Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu les écrits autour de Raymond Queneau et de l'Oulipo. L'ouvroir de littérature potentielle, oui. Exactement. Alors, on a des textes universitaires, des articles, même des interviews de Queneau. L'idée, c'est de mieux comprendre ce groupe. Mm. Et surtout comment Queneau, lui, a joué avec les mots, les formes, enfin, toutes ces règles. Bon, on y va? Allons-y. Alors, l'Oulipo, ça date de 1960. C'est Queneau et un mathématicien, François Le Lyonnais. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive à un moment où la notion d'auteur, elle est un peu bousculée, quoi. Ah d'accord. Et attention, hein, c'est pas une école littéraire au sens classique, c'est plus un atelier. Un atelier? Oui, leur but, c'est de proposer des soutiens à l'inspiration. En gros, explorer ce que la langue peut faire. Moi, très structuré finalement. Mais des contraintes pour créer, ça paraît paradoxal, non? On pense plutôt à la liberté, d'habitude. Ah, mais c'est tout le sel de l'Oulipo. Ils adorent ce paradoxe. Ah bon? Oui, ils ont cette image très parlante. Le rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Le rat qui construit son propre labyrinthe. J'aime bien l'image. C'est exactement ça. Pour eux, la contrainte, ce n'est pas du tout une limite, c'est un moteur. Un moteur de créativité? Oui, une façon de stimuler l'ingéniosité, d'éviter le hasard pur, l'inspiration un peu vague. Il faut même la différence Entre quoi et quoi? entre la lipo-analytique. C'est-à-dire, quand ils vont chercher des contraintes cachées chez des auteurs plus anciens, un peu comme des détectives littéraires. D'accord. Et la liposynthétique, là, c'est eux qui inventent de nouvelles règles, souvent inspirées des maths d'ailleurs. Ah oui, oui. Et là, on pense tout de suite aux exercices de style de Queneau, bien sûr. Exactement. Même si c'est paru bien avant l'Oulipo, en 47. C'est vrai. Mais c'est l'esprit. Une toute petite histoire dans un bus. Raconté 99 fois. C'est ça. Et ça montre bien qu'il n'y a pas une seule réalité, une seule façon de dire. La forme change tout. C'est une leçon de style incroyable. C'est une poétique en action, vraiment. Le comment est aussi important que le quoi. Et il y a aussi cette œuvre un peu folle, là. Les 100 000 milliards de poèmes. Ah oui, la machine à poèmes. C'est une machine. En quelque sorte. Imaginez 10 sonnets. Chaque vers est sur une petite bande de papier séparée, D'accord. et on peut soulever les languettes, combiner les vers des différents sonnets. Et ça fait des nouveaux poèmes, à chaque fois. Des milliards de poèmes potentiels, Queneau avait calculé le temps qu'il faudrait pour tous les lire. C'est astronomique. C'est dingue. Au-delà du jeu, ça montre la nature combinatoire de la poésie, et ça rejoint l'idée que la poésie peut être faite par tous, une sorte de démocratisation ludique. Et Perec alors? Georges Perec, autre grand nom de l'Oulipo, lui, il a poussé le bouchon encore plus loin avec les contraintes, non? Ah oui, Pérec, c'est monumental. La disparition, par exemple. Le livre sans la lettre E. Exactement. Un roman entier sans la voyelle la plus fréquente en français. C'est un lipogramme. Un vrai tour de force. Et ce n'est pas juste technique. La contrainte résonne parfaitement avec le thème du livre, l'absence, le manque, le vide. C'est là où ça devient foire. Tout à fait. Et puis il y a la vie mode d'emploi. Encore plus complexe, j'imagine. Oh que oui. Là, il utilise des systèmes très élaborés. Le bicarré latin, un cahier des charges hyper détaillé pour chaque chapitre. Ça ressemble à quoi un bicarré latin? Oula, c'est une structure mathématique assez complexe, une sorte de grille qui impose des contraintes sur les éléments qui doivent apparaître. Mais le point clé, c'est que ces contraintes, même très lourdes, Oui. eh bien, elles ont fonctionné comme une pompe à imagination, selon ses propres mots. Elles ont nourri l'écriture. Incroyable. Ça donne le vertige. Et Queneau lui-même, on sait par un entretien qu'il structurait ses propres romans de façon presque mathématique. Oui, il en a parlé, mais attention, c'était pas forcément un plan fixé à l'avance avant d'écrire. Ah non. Comment ça marchait alors? Il expliquait qu'une fois l'écriture lancée, il analysait ce qu'il avait déjà écrit. Il regardait les échos, les répétitions, la fréquence des personnages. Une sorte d'auto-analyse en cours de route. C'est ça, et à partir de là, il construisait une structure, ce qu'il appelait un quadrillage. Un quadrillage. Pour lui, c'était un peu comme les règles de la tragédie classique au fond, des règles qu'il se donnait à lui-même. Pour quelle raison? Pour donner une forme solide, une architecture, et pour lutter contre ce qu'il appelait le laisser-aller, une façon de maîtriser la matière. Cette volonté de structurer, on la voit aussi dans son travail sur la langue elle-même, le fameux néo-français. Ah oui, Zazie dans le métro. D'où qui put d'antan, forcément. Voilà. Il a beaucoup expérimenté avec l'orthographe phonétique, la syntaxe parlée. Il cherchait à réduire l'écart entre l'écrit et l'oral. Et ça a marché, hein? Il a réussi à créer ce néo-français. Il a reconnu lui-même plus tard que ça n'avait pas vraiment pris comme il l'aurait peut-être espéré.
La langue écrite a ses résistances. D'accord. Mais n'empêche que ces romans, ils ont cette vitalité incroyable, cette façon unique de mélanger les niveaux de langue, du plus cru au plus savant. Ça reste très fort. Alors, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, de cette exploration, qu'est-ce que ça nous dit, Loulipo et Queneau? Je crois que ça nous montre surtout que la créativité, elle peut vraiment naître de la contrainte. Que la littérature, c'est aussi un jeu sérieux, hein, avec les formes, avec le langage. Ça change un peu l'image de l'écrivain inspiré. Complètement. Ça bouscule cette image un peu romantique de l'auteur qui attend l'inspiration là passivement. C'est plus actif, plus expérimental. Voilà. C'est une porte ouverte vers une écriture plus expérimentale, plus consciente de ses outils, peut-être plus ludique aussi finalement. Ça invite à voir la forme non pas comme une prison. Mais comme un terrain de jeu. Exactement. Un terrain de jeu infini pour maîtriser sa propre création. Bon, eh bien voilà qui donne très envie de relire tout ça. Queneau, Pérec et tous les autres Oulipiens. Et peut-être même de s'y essayer un peu. Tout à fait. Et juste une dernière petite chose pour la route, une question en suspens. Oui, Si la contrainte, celle que l'auteur choisit, si cette contrainte finit par dicter une partie du texte, un peu comme un auteur fantôme, où est-ce qu'elle se trouve finalement, la liberté de l'écrivain? C'est une question intéressante, je trouve. À méditer. Allez, à bientôt!